L'école enlélée. De l'école inclusive, la question de vecteurs propices au vivre ensemble. Un texte de Malik Duranty. D'une certaine mesure, le handicap est la représentation de ce qui n'est pas adapté, de ce qui a une spécificité par rapport aux stéréotypes, au point de ne même pas posséder le potentiel nécessaire à une évolution propre aux stéréotypes. D'où, considérer la particularité renvoie à une toute autre vision et représentation de l'être. Chacun sa route, chacun son chemin, puisque chacun est chemin. Chacun a le potentiel propre à la nécessité de témoignage de son cheminement. Chacun vit. L'école est cette institution qui revêt une importance primordiale en France hexagonale et particulièrement dans nos pays, où le rôle de l'école en fit le vecteur d'une ascension sociale et l'acteur d'affirmation existentielle de la société martiniquaise. Ainsi, du thème de l'école inclusive et de l'accueil d'enfants en situation de handicap, du questionnement quelle prise en charge face aux besoins de nos enfants dans le cadre du service public d'éducation, il y a deux sujets qui se mélangent, c'est-à-dire l'accueil des personnes et plus particulièrement des enfants en situation de handicap, et puis celui de l'école elle-même incluse dans un milieu qui est celui de la société, particulièrement le milieu des quartiers. Oui, nous savons que l'école a eu une symbolique forte dans son inclusion dans nos quartiers. Ainsi, aujourd'hui, nos quartiers ont besoin que l'école devienne le catalyseur du processus d'inclusion. Aujourd'hui, eux se divisent pour des raisons de mixité sociale, des raisons d'enclavement, de gentrification, d'isolation de certains territoires et de stigmatisation de certaines populations. Or, se focaliser sur la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est se focaliser sur un problème en son extrême, et donc exercer un possible balayage traitant de bon nombre de handicaps, car en effet, il est des handicaps à caractère pathologique et aussi des handicaps à caractère social. Il est donc important de considérer toutes les dimensions et les types de handicap, sachant que certains se combinent dans certains cas. Ainsi, le handicap peut être considéré comme une particularité. La première des choses sur laquelle mettre le doigt est celle de la disparité des acteurs qui interviennent dans le milieu scolaire et les interactions entre eux. Car, pour que l'école soit inclusive, il faut qu'elle soit prête à être une. Ainsi, la communauté scolaire ne devrait pas être divisée, elle ne devrait pas être en division. Elle devrait créer une forme d'unité, celle-ci basée sur la reconnaissance de toutes les catégories et de leur utilité à la performance de l'ensemble. Cela permettant d'accueillir l'autre pour ce qu'il est et avec un regard des acteurs de l'école qui ne serait pas discriminatoire. Or, on le sait aujourd'hui, la vision de la sanction dans l'accompagnement scolaire est répandue à l'ensemble des acteurs éducatifs comme une forme de mimétisme, d'un comportement et d'une mentalité surveillant et punissant. Or, cela a souvent pour effet une focalisation du corps pédagogique sur les problèmes, les aspects négatifs de l'enfant ou du jeune au statut d'élève. Tant et si bien que parfois, cela donne l'impression que l'adulte oublie que derrière l'élève, il y a un enfant, un être possédant une certaine vulnérabilité. Alors, il est question de savoir pourquoi évaluer les aspects positifs des compétences et du statut de ces enfants et jeunes n'est pas plus répandu, puisqu'il s'agit d'enfants et de jeunes dont la vocation est d'être élèves. Cela passant avant tout par la rencontre et la relation avec les membres constituants de la communauté d'encadrants, usant de la transmission et de l'apprentissage. Quels sont donc les enfants et les jeunes positifs? Quelles sont les compétences positives que développent ces derniers? Et de cela découle la question de savoir comment interroger la posture et le comportement d'un enfant dans le milieu scolaire, quelle évaluation active en tirer? Car, le plus souvent, cet enfant ou ce jeune témoigne de quelque chose qui se passe chez lui et en lui. Dernièrement, en relation avec l'Association martiniquaise des aidants familiaux, se posait la question de savoir comment faire pour reconnaître certains statuts d'accompagnant et d'accompagner au niveau des aidants familiaux au sein du milieu scolaire.
car cette reconnaissance aurait la vocation de permettre à certains enseignants et autres encadrants de prendre la mesure de certaines problématiques, celles qui s'imposent aux enfants dans leur individualité et qui s'imposent aussi à sa famille dans sa particularité. Pourquoi questionner cette nécessaire reconnaissance dont il s'agit en faveur de la rencontre et de la relation? Eh bien, vous en conviendrez, une certaine réalité de notre société ne peut être occultée à l'observation de son développement culturel et historique. Car il n'y a pas si longtemps qu'il est possible de vivre le handicap comme nous le vivons actuellement. Le vivre avec détachement vis-à-vis de lui, d'où l'apparition de compassion et d'empathie. Il est craint de moins en moins une mise à nu sur la place publique. Et c'est bien en cela que se trouve une des clés du changement, celle coïncidant à l'inscription au visible sous nos regards de cette présence. En effet, longtemps les personnes en situation de handicap ont été cachées et par là même conditionnées à une discrétion, de même qu'ils furent affligés d'un statut d'inutilité. Longtemps a-t-on eu des difficultés à se rendre compte et prendre en compte la grande souffrance de ces individus, car de toute évidence, victimes de préjugés et de stéréotypes tenaces, ont-ils vu leurs besoins ignorés et ou non satisfaits et par voie de conséquences frustrés. La société martiniquaise, comme d'autres, est en marche de construction par métamorphose des représentations positives autour du handicap. Aujourd'hui, sait-on qu'il est possible d'interroger les compétences cognitives et sociales des individus et des groupes, d'où user d'un langage construit par prise en compte des compétences cognitives de l'enfant en situation de handicap. Les appréhender en leur valeur positive et incitative est une nouvelle donne fort appréciable. Tout cela concourant à une meilleure définition des besoins de l'enfant et de sa satisfaction d'une part, d'autre part, cela concourant au développement à l'école d'une éducation à la tolérance factuelle dans nos établissements. Ainsi, cette dynamique se devrait d'être perpétuée par une interrogation des représentations à l'œuvre dans le milieu scolaire et aussi dans son environnement. L'inclusion nécessite une certaine continuité entre les différents espaces vécus par les individus, d'où on va parler de proximité par le fait que l'on puisse vivre un espace ensemble et réussir à lui donner les représentations nous permettant de dialoguer ensemble. Ces dialogues étant à la fois le fruit d'une résilience et le catalyseur du champ du possible, de métamorphose s'appuyant sur les caractères protéiformes de l'être en chemin de vie. D'où il est important que des temps en commun fassent œuvre d'appropriation commune de cet espace, tel que l'école, pour dialoguer ensemble. Or, dites-moi, comment vous, parents, vous vivez la division de l'école? À savoir qu'il est pléthore d'acteurs, de directives, disons de personnes désignées à la direction de temps différents de même espace vécu, l'école. Quel langage et posture partagés? On compte de façon schématique la directrice du temps scolaire, celle du temps de garderie, celle du temps de cantine, celle du temps d'activité du midi et celle du temps de tape. Alors, se pose la question du leadership entre eux. Combien de directeurs il y a et combien de pagayes, gouvernails y a-t-il? D'où est-il remarquable un établissement scolaire qui témoigne en certains aspects de plusieurs chefferies? Alors, la question est de savoir en l'état actuel comment réussir à donner une visibilité et une lisibilité du parcours de l'enfant au sein de ce dispositif complexe. Combien de personnes responsables et agissantes sur quel périmètre de compétences? Et quelle hiérarchie organisationnelle et fonctionnelle entre ces individus dits responsables est manifeste? Or, lorsque l'on considère un lieu et une communauté qui se veut inclusive, elle doit permettre à tout un chacun d'identifier les responsabilités et les fonctions de tous. Cela par une vision de la responsabilité se déclinant comme la condition de l'acte œuvrant à assurer et assumer une certaine autonomie, elle relative à la définition propre de ses besoins et des actes de leur satisfaction, ainsi que de les évaluer et de les reproduire. Or, voit-on que l'école, estimée par le biais de la sociologie des organisations,
construit un milieu conflictuel. Ce dernier qui, somme toute, a un impact non des moindres sur le climat d'accueil et d'accompagnement des enfants et autres. En illustration, un enfant en situation de handicap qui intègre une classe, s'il crée une gêne chez son enseignant qui, lui, n'est pas en mesure de développer un relativisme culturel, il aura difficulté à comprendre sa différence et surtout sa singularité et sa particularité. Eh bien, cet enseignant peut, entre guillemets, contaminer l'ensemble des acteurs de l'établissement avec ses représentations frauduleuses de crainte et d'ignorance face à cet enfant et par extension sa famille. Car il est indéniable qu'aujourd'hui, les différents types d'enseignants ainsi que les professeurs des écoles jouissent d'une représentation positive d'emblée auprès des parents et autres acteurs éducateurs de la société. Voire, ils sont donc porteurs d'une parole impactant sur l'opinion publique et ses tendances, car cette parole est vue comme importante par les uns et les autres du fait que l'école s'occupe des enfants du pays et de l'avenir de la société. S'engendre alors la nécessité de prendre la mesure d'une nécessaire remise en cause permanente des représentations véhiculées par le biais du corps professoral. Cela, que ce soit dans le cadre des établissements scolaires et celui des milieux de leur inclusion. Ces interrogations des représentations se devant de cibler aussi les postures sociales des enseignants, des professeurs des écoles et des éducateurs. Toujours est-il que cette notion d'inclusion nous interroge beaucoup du point de vue de la réussite éducative, car il ne convient pas de laisser croire que l'école est le seul acteur de cette dernière, puisqu'il y a l'éducation formelle de l'école, l'éducation non formelle d'une communauté de vie, à savoir les acteurs en présence dans la proximité tels que les grands-parents, les acteurs autour de l'établissement du quartier et autres qui participent à l'éducation populaire. Et puis, il y a l'éducation informelle, c'est-à-dire qui prend acte dans les interactions entre pairs auxquelles les enfants auront la possibilité d'analyser, d'apprendre, d'assimiler et de reproduire de façon appropriée un certain nombre de comportements, postures et éléments de langage. Tout cela est important puisque démontrant comment les parents d'élèves et leurs rôles sont importants. Il l'est dans la mesure d'une régulation par la participation, elle usant de la mise en relation de tous les acteurs de l'éducation. Ainsi, prenons la mesure du constat du fait de la difficulté des parents à se positionner autrement que comme des consommateurs pour être acteurs. Paradoxalement, en parallèle de tout cela, on peut entendre une expression attribuable à des professeurs des écoles et des enseignants qui, de nos jours, disent « Je suis fonctionnaire, donc je fonctionne ». Et à chaque fois que j'entends l'expression de cette fatalité, ai-je envie de répondre « On ne fonctionne pas si ce n'est pas organisé ». Oui, on dénote une forme de fatalité dans la posture des éducateurs, ici parents et acteurs du formel, ainsi que dans les différents éléments de reconnaissance, symboliques et ou concrets, de ce dernier. D'où, ce qui nous vient à ce stade de notre réflexion, c'est que le travail qu'il reste à mener face à ces constats est un véritable travail sur les représentations en cours dans l'établissement et autour des différents types de handicap. Cependant, il est des choses importantes à distinguer concernant la considération de l'individu. Gageons de définir avec lui ses besoins. Prenons alors acte de la distinction faite entre les compétences sociales et les compétences cognitives, celles qui nous introduisent sur une perception duale du développement humain et sur une perception du champ du possible de chaque individu. Tel est ce que nous inspire un certain aspect du travail de Piaget. Prenons de même acte du fouillis du philosophe Alexandre Jolien, lui qui est porteur d'un handicap et qui, à travers son témoignage, révèle bon nombre de choses, en particulier sur la dimension empathique et la force de résilience qui permet à un enfant, en particulier ceux en situation de handicap, de s'adapter à toute situation. Pour ce faire, il réussit par son champ du possible propre à utiliser les compétences positives lui permettant d'inventer les langages propres à leurs conditions et leurs besoins fondamentaux de communication. Rencontrer,
entrer en relation et communiquer. Ainsi, les angoisses qui nourrissent les adultes vis-à-vis du parcours de socialisation de leurs enfants sont souvent des angoisses propres à eux-mêmes et leur propre histoire. Les enfants en sont plus souvent que rarement victimes par le fait qu'il leur soit difficile d'agir sur cette forme d'agitation, cette dernière qui ne trouve pas source en eux. Et pourtant, ces besoins sont définis et traités par beaucoup de théories. Le plus souvent, ces dernières sont biaisées chez nos parents et certains acteurs éducatifs férus d'une littérature du psychologisme, aspect vulgarisé des savoirs et connaissances psychologiques, psychosociologiques et sociopsychologiques. D'où les parents et acteurs éducatifs sont souvent en proie à des stéréotypes et préjugés véhiculés par cette littérature en son usage à vocation médiatique ou d'échange interpersonnel. Avant même d'avoir regardé l'enfant pour ce qu'il est, il est l'œuvre d'une spéculation, d'où notre ère dit de l'enfant fantasmé est celle de l'enfant prémédité. De cela, l'une des causes à effet est le manque d'analyse des pratiques et d'évaluation des dispositifs en pédagogie différenciée. Chez les parents aussi, la valeur des rituels mis en place pour configurer les moments partagés se propice à la transmission-appropriation qui peine à trouver principe réel de mise en œuvre. Ainsi, est-il question de tout ce qui est lié à l'adaptation de la posture parentale, au favoritisme d'une atmosphère et d'un climat relationnel apaisé. Et puis, l'exercice d'une médiation avec le monde extérieur, le tout participant à la transmission-appropriation. Dans certaines familles, par certaines relations parents-enfants, il est plus transmis d'angoisse et d'anxiété qu'il n'est transmis d'espérance positive. Celle pour que cet enfant soit élève acteur positif de l'école pour son bien-vivre, lui participant dès lors au bien-vivre de l'école. À ce propos, les parents ne parlent pas véritablement dans le but de partager des pratiques éducatives, que ce soit par une parole partagée ou par la question de l'exemplarité exercée par la rencontre et la relation. Empêchés sont-ils par les divisions sociales de la société en tant qu'acteurs de la vie active? Empêchés sont-ils de même par la concurrence qui se développe entre eux et qui est relative à cette vision de la performance de la famille? Elle, évaluée à travers sa reproduction sociale, entraînant l'ascension sociale et ou le maintien de son rang social. D'où il est distinguable aujourd'hui plusieurs postures parentales vis-à-vis de l'école. À la lecture des développements historiques de notre société, l'école et ses anciens dispositifs pédagogiques et référentiels d'action scolaire et éducative ont été pour la plupart plus subis que vécus. Ils ont par conséquent humilié une bonne quotité de nos parents d'élèves d'aujourd'hui. Ces parents qui ont du mal à entrer en relation sereine avec l'institution, d'où ces parents possèdent quelques velléités propres à leur parcours scolaire. Les voilà non-croyants en l'école de laquelle ils ont eux-mêmes décroché. Ainsi sont-ils aujourd'hui parfois en situation de décrochage social, ce dernier ayant des fondements remontant à leur enfance. Dès lors, disons que certaines conditions parentales riment parfois avec disqualification sociale, ce qui rime aujourd'hui avec lacune en matière du développement de leurs compétences parentales, voire de leur développement humain. Alors oui, il y a des parents motivés inclus dans les associations de parents d'élèves qui réfléchissent et œuvrent à la bonne attitude et au bon comportement parental et d'éduquer face à l'école. Cependant, il est une part indéniable des parents qui ont une revanche à prendre vis-à-vis de l'école. Cette école se pouvant d'être autant un vecteur d'inclusion qu'un vecteur d'exclusion. Et cela produisant des parents ne favorisant forcément pas la réussite éducative par la réussite scolaire de leurs enfants, car ils continuent à trouver raison à leur victimisation reproduite en celle de leurs enfants. En définitive, donc, l'école a besoin de se réconcilier avec une part de la société. Cela dans le but d'éclaircir le rôle qu'elle joue dans l'ascension sociale et ou la discrimination au sein de la société. Que l'école se réconcilie avec un certain nombre des parents qui ont été écorchés vifs
par l'école et qui portent encore les stigmates de ces blessures. Il en résulte un manque de confiance en soi manifeste de certains de ses parents, ce qui contribue à l'empêchement du développement de leur culture et compétences parentales. D'où l'importance de l'action des associations de parents d'élèves dans la construction de conditions propices à la rencontre de cette diversité de parents et à la mise en relation des uns et des autres des catégories sociales, le tout objectivant les échanges de pratiques parentales et la construction d'un langage commun favorisant tout cela. Ainsi, en dernier lieu, prenons acte de cette ambivalence gestionnaire de l'école entre deux institutions du système politico-administratif, à savoir la mairie et le rectorat. La première étant une institution à autonomie locale et l'autre étant une institution déconcentrée de l'État central. Comment concilier les deux degrés d'autonomie dans le cadre des collaborations décisionnelles? Car il est un phénomène très néfaste au sein des divisions qu'il entraîne entre les membres de la communauté scolaire. Ce phénomène qui est celui d'un dialogue tronqué par des représentations biaisées des responsabilités de chacune de ces institutions. Victimes sont-elles alors de ces représentations péjoratives relatives à certains manquements organisationnels, fonctionnels et même logistiques, tout cela prenant des airs de lutte institutionnelle. Oui, que l'école soit unie. Oui, que ceux qui y participent aient conscience qu'ils participent à un corps, lui qui est celui de l'école dont ils sont les organes. Ainsi, considérant les différentes catégories d'intervention éducative en présence comme essentielles à son efficacité, son efficience et sa pertinence en matière d'éducation, ce qui la rendrait performante dans le développement du vivre ensemble. D'où nous est-il possible d'insister dans le cadre de cette réflexion sur l'école inclusive et sur la question de sa réouverture à d'autres activités et d'autres aspects de son utilité. Car la sanctuarisation de cette institution a généré un impact non des moindres et néfaste dans les quartiers. Ainsi, ce lieu n'est plus ouvert, d'où il perd son rôle dans les quartiers. Il le perd, ce rôle, en termes d'appropriation d'un espace qui œuvre à la continuité territoriale des espaces de vie dans le quartier. Toujours est-il que l'école est fermée. L'on n'y fait plus rien. Le week-end s'est fermé. On ne peut même plus faire un petit football. Il est difficile d'y organiser une kermesse. On ne peut pas fêter certaines fêtes ouvertes à la famille élargie de la proximité intimiste de voisinage. Or, tout cela fut le nanan d'une culture des quartiers. Cette culture qui avait valeur à rapprocher l'école. Cette culture et sa dynamique de construction lui attribuant un temps, une valeur centrale. Cette dernière soutenue par la relation avec des structures du type du centre culturel et des associations et centres de personnes âgées. Il en résultait donc la constitution d'un pôle de centralité, un triptyque structurel constitué du centre culturel, de l'école et de l'association et ou du centre des personnes âgées. D'où cela engendre l'interrogation de l'effacement de la présence des anciens au sein du quartier et donc de la rencontre des générations dans le quartier. Sachant que l'école, ce pourrait être un vecteur d'un espace-temps nécessaire. L'école peut être la rotule entre nos générations, la rotule entre nos catégories sociales, entre l'institution municipale et l'institution rectorale, ainsi que la rotule entre nos intentions individuelles et collectives.